Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Michel Duplessier, le président des éditions du Marque-Page. Il va nous faire découvrir la forêt du Congo, l'un des premiers puits de carbone de la planète, et son centre de préservation des animaux en voie d'extinction qui est basé en Bretagne. Notre zoom, il porte sur la CSRD et les PME. Comment doivent-elles se préparer à ce nouveau règlement européen sur le reporting extra-financier? Un moratoire est-il souhaitable? C'est ce que propose le Premier ministre français Michel Barnier. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai EcoClean on Demand, qui est une appli de nettoyage à domicile éthique et écologique. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Michel Duplessier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président des éditions Marque-Page. Vous venez nous parler de ce livre qui est sublime, à la découverte de la République du Congo. Au fil de l'eau, livre de photographie dont on va longuement et largement parler. Mais alors j'ai d'abord une question quand même de curieux, parce qu'en préparant l'émission, je vois Michel Duplessier, éditeur, les terres de Nataé, il est aussi propriétaire d'une réserve pour animaux en voie d'extinction. Vous avez repris un zoo, c'est ça, en Bretagne ? Alors, je n'ai pas repris seul un zoo, mais c'est une aventure humaine, amicale, piloté par Sébastien Musset, qui a repris à la barre du tribunal, effectivement, le zoo de Pont-Scorff, feu zoo de Pont-Scorff, qu'on a renommé Terre de Nataé, un peu plus onirique et sans doute un peu plus proche du projet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la préservation d'animaux en voie d'extinction, de la protection, voire parfois hérité d'animaux dont des particuliers, des cirques, des associations ne peuvent plus s'occuper. Et ça peut aller jusqu'à réintroduire ces animaux plus tard dans leur milieu naturel, parce qu'il peut y avoir cet objectif, évidemment. Alors l'objectif, le Graal, aujourd'hui, dans ces parcs particuliers, il y a vraiment un souci de réensauvagement. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, le taux de réussite est de 7 à 8%. Quand vous mettez un animal qui a été élevé plus ou moins en captivité, sa réintroduction nécessite beaucoup de précautions. Donc un taux de réussite assez faible, mais en attendant, ce type de réserve, les terres de Nataé, jouent un rôle de conservation, puisque certaines espèces de tortues ou de reptiles ne sont visibles qu'aux terres de Nataé. Donc là on a, le truc c'est un peu inversé, quoi. Le prisme c'est un peu inversé. On est plus sur, on visite des animaux dans des cages, on a des grands espaces. Il y a beaucoup de sensibilisation auprès du public qui est fait, parce que l'affaire de la préservation, c'est une affaire qui nous concerne tous. Évidemment. À la découverte de la République du Congo, au fil de l'eau, magnifique ouvrage, je le disais, en grande partie basé sur des photographies du reporter d'images Thierry Foulon. Alors déjà, on est dans la République du Congo. On peut faire peut-être un peu de pédagogie, parce qu'on s'y perd un peu. Alors la République du Congo, c'est un petit pays, 350 000 km², les 2 tiers de la France, qui est le long du fleuve Congo, éponyme. République du Congo, effectivement. C'est pas la RDC. Et la RDC, c'est le même acronyme, mais c'est la République démocratique du Congo, un voisin tentaculaire. La République du Congo, c'est 6 millions d'habitants, principalement concentrés dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. Et en face, c'est l'Ogre, le géant, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie, maintenant que le Soudan a été divisé en deux. Et c'est 100 millions d'habitants officiellement. Mais Kinshasa, sa capitale, c'est déjà 12 ou 13 millions d'habitants. Donc un pays tentaculaire de tous les superlatifs versus, je dirais, le Costa Rica de l'Afrique. Ok, voilà. Donc là, on sait où on est. Et donc, vous nous faites notamment découvrir, pas seulement, mais une réserve qui s'appelle Odzala Kokwa. Déjà, comment vous l'avez découverte, et puis qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, ce qu'on disait en rappel liminaire, je suis assez passionné de préservation de faune et de flore. Et c'est lors d'un voyage privé, après avoir été au Botswana, en Namibie, au Costa Rica, pour des repérages de potentiels livres ou d'autres projets. Cette réserve a été classée par l'UNESCO en septembre 2023. Et Odzala, c'est sans doute l'un des derniers sanctuaires des grands primates. On estime à peu près à 100 000 gorilles, par exemple, la population. Donc c'est
c'est X fois supérieur à celle du Rwanda, pour vous donner une idée. Qui, pour le coup, le Rwanda est un tout petit pays de 26 000 km². Ouais. Donc là, c'est une réserve préservée parce qu'elle est très éloignée des transports. Donc on ne peut s'y rendre qu'en petit avion ou par des routes, mais il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet endroit. Alors, il y a la réserve. Quand on est dans un lieu pareil, de quoi on prend conscience? C'est un trésor de biodiversité pour la faune, pour la flore. Qu'est-ce qui en ressort, en fait? Alors, ce livre, c'est de mettre en exergue... la photo, c'est un peu une caméra, mais à image fixe. Ouais. Et c'est aussi montrer la beauté du monde d'aujourd'hui. Parce que quand on sait qu'il y a plus de 100 conflits dans le monde... Aujourd'hui, on oublie qu'il n'y a qu'une seule planète. Et cet endroit, c'est Odzala, c'est une concentration. Je pense que le pays, c'est plus de 5% de biodiversité mondiale. Un peu comme la Colombie et le Costa Rica qu'on citait tout à l'heure. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que vous avez, par exemple... On prend conscience de la beauté, évidemment, du monde, mais ça, c'est un lieu commun. Mais surtout de cette fragilité. Je vous donne un exemple. À côté d'Odzala que vous évoquiez, il y a d'immenses tourbières. Les tourbières sont des pseudo-marécages avec un peu de végétation. On s'est aperçu qu'en 2018, donc c'est très récent, mais que ces tourbières avaient pour vertu de stocker le carbone. Et on sait que le carbone est stocké par millions, voire centaines de millions de mètres cubes dans ce pays, et qu'un réchauffement climatique d'1,5 libérerait le carbone stocké. Dans ces tourbières, notamment ? Dans ces tourbières, et ça aurait évidemment un effet non vertueux. Ouais. Donc, non, un vrai coup de cœur pour ce pays, et cette réserve en particulier que je connais bien. Et cette forêt du Congo, elle est gigantesque. C'est un gigantesque puits de carbone, grâce aux tourbières, mais pas seulement. Pas seulement. Avec la forêt amazonienne, c'est la deuxième forêt qui a pour vertu de stocker le plus de carbone. L'eau, faites-nous visiter un peu l'eau. L'eau y est omniprésente, en fait. L'eau est omniprésente. C'est un océan vert, mais il y a beaucoup d'eau, quoi. Il y a beaucoup d'eau, ce qui est une richesse naturelle dans le pays. L'eau est omniprésente, et c'est la raison pour laquelle on a appelé le livre Au fil de l'eau, qui était une thématique extrêmement intéressante, puisque au-delà du fleuve Congo, vous avez la Lima, qui est une rivière qui prend sa source au Gabon, un affluent du Congo, qui est un miroir de 500 km, absolument incroyable. Et vous avez également énormément de sources. Et pour finir, ce qui est extraordinaire, c'est qu'accompagné dans les lagunes de mangroves de Kumquati, qui est la réserve la plus proche de l'océan Atlantique, vous passez des grands primates, des chimpanzés, là où Jane Goodall a par exemple un institut, et vous faites quelques minutes de bateau supplémentaires et vous rencontrez les premières baleines à bosse. Okay. Donc des grands singes, en quelques minutes, vous êtes au milieu de baleines à bosse et de grandes raies. Pourquoi Bon, la réponse, je l'ai en moi, mais je veux bien que vous me disiez avec vos mots à vous, pourquoi ces lieux magiques, d'une certaine façon, ils nous concernent tous, leur préservation nous concerne tous? Comme vous l'évoquiez, les forêts, ça nous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, vous avez des enjeux de pouvoir respirer sur cette planète de manière correcte. Donc l'enjeu, il est nord-sud, parce que les pays du Nord demandent aux pays du Sud de préserver leurs forêts, leurs tourbières, le maximum de préservation pour qu'on puisse... parce que les forêts ont quand même été très dégradées dans le monde entier. On perd 4 à 5 millions d'hectares par an. Donc, essentiellement pour l'alimentation des bêtes que l'on mange. Donc... ça, c'est un sujet qu'on pourrait évoquer une autre fois. Mais pour la biodiversité, puisque c'est important de préserver, on a perdu 70% des espèces en 60 ans sur cette planète. Donc là, on a une réserve de biodiversité, un puits de carbone, qui stocke du carbone à travers ces forêts et ces marais, et également cette idée de trouver des partenariats entre les pays du Nord et du Sud que j'évoquais, à travers l'exploitation de bois raisonnés, parce qu'aujourd'hui, sur la planète, 97% de la pollution est émise par l'hémisphère nord et 3% par l'hémisphère sud. Donc il faut forcément trouver, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui notamment Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, et on pointe sur ces sujets-là, on parle de diplomatie verte,
avec de grands enjeux aussi financiers pour que ces pays puissent préserver, mais avec l'apport, le concours des pays du Nord, notamment sur le plan économique. Ouais. Vous avez d'autres projets de livres similaires, de lieux comme ça un peu emblématiques à nous faire découvrir? Alors, je retournerais bien en Mongolie. J'ai fait un premier livre il y a une quinzaine d'années avec le photographe Richard Ojard pour déjà sensibiliser sur les effets du changement climatique. Donc la Mongolie, la Bolivie. Avec toujours cette ligne directrice, cet esprit de préservation de la planète et de sensibilisation. Montrer pour démontrer, un peu cette idée-là. Parce que le paradis est peut-être ailleurs, mais il est encore bien souvent présent sur cette terre, quoi. Je reviens, on a commencé par là, à propos de ce livre, sur cette réserve, là, au Dodzala. Vous nous l'avez dit, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Ça change quoi? Elle est mieux protégée, il y a des subventions. En fait, je ne me rends pas compte de ce que ça change. Mais ça change exactement sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous avez une mise en lumière de la région. Vous avez ce classement fait qu'on ne peut plus. Le premier postulat, c'est qu'on ne peut plus y faire n'importe quoi. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Ça a un impact évidemment à minima financier. Et ça a aussi un impact de sensibilisation même des populations locales. Attention, vous êtes dans un endroit extrêmement préservé, c'est votre trésor, votre bijou. Pour les générations futures, c'est identifié comme tel. Et puis, c'est aussi, sur le plan du marketing territorial, extrêmement intéressant d'être classé au patrimoine mondial. C'est que, en quelque sorte, il y a quand même quelque chose à voir. Évidemment. Merci beaucoup, Michel Duplessis, à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau. Voilà ce livre magnifique que vous publiez donc, les éditions du Marque-Page. Merci beaucoup. On passe à notre débat. Alors, on va revenir sur des questions qui sont beaucoup plus prosaïques, mais tellement importantes. Comment les PME se préparent au reporting extra-financier? C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Nicolas Bernard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du pôle PME ETI chez R3. On va parler de la directive CSRD, le reporting extra-financier. Petite présentation de R3 pour commencer. Un collectif d'experts, d'ingénieurs. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, R3, notre métier, c'est de proposer des solutions aux entreprises qui ont besoin de réponses aujourd'hui sur les sujets de comment on peut se décarboner, comment on peut réduire sa facture énergétique, ou bien comment on peut se mettre en conformité sur la CSRD, et puis au passage, essayer d'avoir une réponse sur l'autre gros mot qu'il y a derrière, qui est structurer sa stratégie RSE. Le but, c'est d'avoir un peu plus de 120 experts répartis dans toute la France, qui vont être capables d'apporter ces solutions aux entreprises, d'abord avec de l'accompagnement, poser le bon diagnostic et ensuite apporter un plan d'action avec des recommandations concrètes et opérationnelles. Et puis ensuite, avoir les outils qui vont permettre à ces entreprises de ne pas faire appel à nous année après année, mais qu'elles soient autonomes sur le fait de répondre à ce bilan carbone, à cette CSRD. Et puis les bonnes solutions de financement, parce qu'un plan d'action, c'est toujours quelque chose de sympa, mais il faut être capable de le rendre opérationnel, concret et le financer. Et c'est souvent un des problématiques principales qui va se cacher derrière. Et donc spécialisé dans ces enjeux de transformation, de transition environnementale ou énergétique et sociétale, parce que tout ça est lié depuis le début, ou alors c'est devenu votre spécialité? Depuis le début, parce que l'entreprise a été créée il y a 4 ans maintenant par Frédéric Rodriguez, qui est un des membres fondateurs des structures d'accompagnement autour de ces sujets de transition écologique. Donc ça a vraiment été dans l'ADN depuis le début, d'être capable d'apporter ces solutions. Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore des clients qui n'ont pas ça en tête? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, il faut qu'on réfléchisse à notre avenir, comment on se transforme, comment on évolue, etc. Et qui viennent sans penser à la question du bilan extra-financier, de l'environnement, du rôle finalement de l'entreprise. Alors,
J'ai envie de dire oui et non, parce que nous, on part toujours du constat qu'il y a plein de choses qui sont mises en place dans les organisations. C'est-à-dire que quand on vient, on pose un diagnostic, le but c'est de comprendre le métier de l'entreprise. Par exemple, on va visiter une usine de production d'épices ou de sauces barbecue, par exemple, voilà, un exemple concret dans le centre de la France. Et quand on y va, le but c'est de voir, il y a plein de choses qui sont mises en place, des travaux de performance énergétique pour que on réduise la facture, de l'isolation, mais il y a aussi des choses qu'on pourrait un peu mieux structurer. Et c'est ce que la CSRD vient pointer du doigt, cette nouvelle directive, c'est de donner un cadre qui va permettre aux entreprises de répondre aux attentes, pas simplement du réglementaire, mais également aux attentes de tout un tas de donneurs d'ordre, d'investisseurs, de banquiers, de grands clients qui viennent poser des questions depuis un certain nombre d'années aux PME, aux ETI, en leur demandant de montrer ce qu'elles mettent en place en matière de RSE ou de décarbonation. Et elles n'ont pas toujours une réponse qui est très structurée, ou en tout cas le cadre n'est pas toujours le même, et on n'est pas tous égaux. Là, c'est un langage commun qui va s'imposer. Exactement, exactement. Alors ça fait peur au début, évidemment, mais par contre, c'est une réponse commune et une opportunité pour toutes celles qui vont s'en emparer avec du sérieux, avec de la rigueur, etc., de montrer qu'elles sont engagées et elles prennent les choses avec vraiment à bras-le-corps, on va dire. Et je pense que des entreprises qui ont pris les choses à bras-le-corps, il y en a encore un certain nombre qui peuvent s'y engager dans les années à venir. On le voit encore en tout cas aujourd'hui. On va rappeler le calendrier de l'application de cette directive européenne depuis le 1er janvier de cette année, avec un premier reporting qui est attendu pour ce début 2025. Ça concerne les entreprises qui remplissent 2 des critères suivants. On les voit s'afficher: plus de 500 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions d'euros de total de bilan. Ensuite, encore un an, 1er janvier 2025, on est à plus de 250 salariés et les 2 autres critères ne changent pas. Et puis à partir du 1er janvier 2026, vous le voyez, les PME cotées en bourse. Est-ce que les PME, alors la réponse est un peu dans la question, mais elles sont suffisamment outillées pour répondre aux objectifs de ce bilan CSRD? Il y a quand même 800 pages. Alors, on n'est pas concerné par forcément les 800 pages, mais quand même, ça, j'imagine l'angoisse du patron de PME qui se retrouve face à ça. Alors, c'est sûr que ça peut paraître impressionnant au début. Je pense que le calendrier, justement, permet d'avoir, on va dire, une montée progressive pour ces entreprises, parce qu'en fait, celles qui vont être attendues du coup en 2025, c'est des entreprises qui déjà depuis des années étaient attendues sur ce qu'on appelait la déclaration de performance extra-financière. Donc elles faisaient déjà un gros rapport sur ces indicateurs extra-financiers. Donc elles sont un petit peu habituées à l'exercice. C'est des sociétés qu'on peut accompagner comme Canal+, la SNCF, les Mousquetaires. C'est des structures, elles ont déjà l'habitude de faire ces rapports-là. Et simplement, ce que apporte le cadre de la CSRD, c'est aller plus loin. Et ces grandes entreprises, elles vont un petit peu montrer la tendance et le chemin à toutes les plus petites entreprises de leur secteur d'activité qui vont voir le rapport être produit et être publié en 2025. Là, on a déjà des premiers rapports et il y en aura d'autres en mars, en avril 2025 qui seront publiés. Et les PME, elles sont attendues sur l'exercice de 2025, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire publier en 2026. En fait, on publie en 2026 des données qu'on a constatées sur une année. Donc il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre maintenant. Il faut s'y mettre maintenant. Il fallait peut-être déjà s'y mettre un peu, mais déjà si on s'y met maintenant, c'est très bien. Et alors, ce qui est intéressant, peut-être inquiétant, vous allez nous dire ce que vous en pensez, c'est cette interview du Premier ministre, Michel Barnier, qui... Alors, il ne se posait pas seulement la question de la directive CSRD, il disait l'empilement des normes, le fait que, et effectivement, ça fait partie des critiques parfois légitimes qui peuvent être exprimées et que beaucoup de chefs d'entreprise expriment sur l'empilement des normes françaises, normes européennes, etc., etc. Il disait il faut réfléchir à un moratoire et il citait justement la directive CSRD. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée, un moratoire sur la CSRD ? Je pense que c'est un faux débat parce qu'aujourd'hui, c'est trop dur de rétro-pédaler maintenant que la loi a été transcrite en droit français. C'est une directive européenne transcrite en droit français depuis maintenant plus d'un an. Ça voudrait dire abroger cette loi, aller porter au Parlement européen un retour sur cette directive. Surtout qu'en fait, la directive, elle intègre déjà beaucoup d'adaptations pour les PME, justement. Il y a quasiment 50% de ce qu'on va analyser
analysés dans la CSRD, sur lesquels les entreprises peuvent, à horizon, décaler de 1 ou 2 ans leur reporting. Donc, c'est-à-dire que il y a déjà un moratoire d'une certaine façon. Il y a déjà des dans le texte. C'est déjà prévu en tout cas que les PME, dès 2026, on n'aille pas les regarder en leur disant il faut que vous fassiez tout. Il y a des choses où vous pouvez le faire en 2027, en 2028. Donc ça reste... Et puis c'est évident, hein, toutes les nouvelles réglementations, elles ont toujours fait peur quand elles sont rentrées en vigueur. Mais vous dites c'est une opportunité. Alors vous l'avez déjà dit tout à l'heure, je veux bien qu'on rentre dans le détail de cette opportunité. Pourquoi quels arguments, d'ailleurs c'est ce que vous faites dans votre job, hein, vous utilisez pour convaincre un chef d'entreprise qui vous dit bon, c'est trop compliqué, je ne veux pas y aller, CSRD, j'en veux pas. Alors pourquoi c'est une opportunité? Première chose, parce que l'exercice de la CSRD, dans la méthodologie, ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quel risque je vais me confronter dans les années à venir autour de ces enjeux environnementaux et sociétaux. C'est se poser la question, par exemple, de est-ce que le changement climatique, ça va faire porter des risques sur mon activité dans les années à venir? Est-ce que, par exemple, le fait que les chaleurs augmentent très fortement et que moi, j'ai un site de production qui est un peu mal isolé, ça va entraîner peut-être des arrêts de production, je vais plus avoir la possibilité, je sais pas, quand je produis des shampoings, mettons, j'ai beaucoup d'eau que je vais mettre dans mon processus industriel. Si j'ai pas anticipé le fait que je peux avoir des coupures d'eau parce qu'à un moment, on va me dire, en fait, c'est prioritaire de le donner aux agriculteurs. Quand j'ai mon site à Grasse, mettons, qui est quand même un haut lieu de la production cosmétique, et typiquement, dans ce cadre-là, la CSRD permet de se poser la question de comment je vais y répondre. Est-ce qu'il ne faut pas que j'ai mes propres canaux, mes propres sources d'approvisionnement? Est-ce qu'il faut que j'ai pas ma centrale de traitement? Anticiper les risques, première chose. Puis deuxième chose, répondre à des attentes qui sont de plus en plus pressantes, pas de la réglementation, mais de ce qu'on appelle des grands donneurs d'ordre, des investisseurs, des banquiers, des fonds d'investissement, des clients en fait aujourd'hui. Des collectivités locales qui souvent conditionnent des marchés à un bilan extra-financier le plus vertueux possible, quoi. Et la CSRD aujourd'hui, c'est donner à ces structures-là un langage commun qui va leur permettre de comparer entre guillemets des choux et d'être capable de regarder les entreprises qui leur fournissent les mêmes services avec des indicateurs communs. La SNCF, par exemple, aujourd'hui, évalue déjà, ça représente entre 15 et 25% de l'évaluation dans la plupart de ses appels d'offres, l'intégralité de ses fournisseurs. Aujourd'hui, ils le demandent via une certaine structure. La CSRD va leur permettre d'avoir des indicateurs qui vont leur permettre de comparer entre eux leurs fournisseurs et que ce soit un critère au même titre que la qualité, le prix, les délais, etc. Et donc finalement aussi de se positionner, c'est un benchmark, et donc de se positionner peut-être mieux que des concurrents. Exactement. C'est aussi comme ça qu'on peut l'anticiper. En tout cas, c'est comme ça que ça se traduit pour beaucoup de dirigeants d'entreprises qui aujourd'hui ne viennent pas que pour la CSRD, mais viennent aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle une démarche RSE, être capable de montrer que ce sujet, ils l'ont pris à cœur et qu'ils n'ont pas simplement quelques petites actions parcellaires qui sont mises en place à droite à gauche. Merci beaucoup Nicolas Bernard et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Startup. C'est parti. Smart Ideas avec Christelle Gimaret, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de EcoClean On Demand, vous l'avez créé en 2021 avec Julien Vasseur, et on remonte au point de départ, avec quelle idée ? Alors l'idée avec Julien, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une plateforme qui serait un peu le Uber du nettoyage, de façon très éthique, très écologique et avec tout ce qu'on savait faire sur la RSE. Donc on a pris juste la simplicité du modèle Uber, donc d'aller effectivement former, inscrire et déclarer sur notre plateforme des éco-cleaners qui allaient être notre base en fait de cleaners et puis après aller chercher des clients. Et l'idée de la plateforme, c'est de faire le matching entre l'offre et le besoin. Donc tout de simplement. Mettre en contact des particuliers ou des entreprises d'ailleurs qui cherchent du nettoyage à domicile. Exactement, des particuliers qui cherchent du nettoyage à domicile parce qu'ils sont dans une région pour une donnée indéfinie et ils arrivent, ils n'ont pas forcément la connexion. Souvent on arrive, on dit est-ce que tu connaîtrais pas une femme de ménage ? C'est une grosse difficulté parce que quand elle est bonne, on vous la divulgue pas son nom et puis quand elle est pas bien, on vous le dit et puis ça se passe pas bien. Donc nous l'idée c'est d'avoir des profils qui sont vérifiés, qui sont formés et qui sont aussi simples à réserver qu'un taxi. Voilà, c'est ça l'idée. Et pour les entreprises, l'idée c'est que c'est sans engagement.
parce que pour les particuliers, ces engagements, ça va de soi. Par contre, pour les entreprises, le modèle économique, c'est que souvent, vous avez un contrat annuel, voire triennal. Et là, on voit qu'avec les difficultés économiques ou même l'avènement du télétravail, on ne sait jamais à combien de pourcents seront remplis mes bureaux. Bon, il est un peu dommage économiquement de payer plein pot alors que vous avez 3 personnes sur site au lieu de 400. Donc l'idée, c'est que vous allez sur la plateforme et puis vous régulez vous-même votre passage et vous ne payez que ce que vous avez consommé. L'appli, elle permet aussi il y a de la géolocalisation, donc de chercher finalement, de trouver des cleaners, comme vous dites, le plus proche possible, d'éviter les transports un peu inutiles. Alors l'idée, c'est que vous, en tant que client, vous ne cherchez rien du tout. C'est vraiment la simplicité. En 23 secondes, j'ai encore fait le test tout à l'heure dans les loges, vous obtenez votre devis. Vous payez en carte bleue et en moins de 20 minutes, quelqu'un arrive chez vous. C'est ça l'idée. Et pourquoi c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est effectivement grâce à la géolocalisation, puisque nous, on refuse que nos éco-cleaners passent plus de temps dans les transports ou dépensent 3 pleins d'essence pour aller travailler 2 heures. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire, on a recruté les meilleurs, on les paye très bien, on les paye 18 € de l'heure. Pour Memo, c'est 9,43 € le salaire médian dans le nettoyage. Donc c'est le double. Vous êtes quasiment au double du salaire médian. Mais le client paye le prix de marché. Parce que, en fait, après, nous, on a préféré rogner sur nos marges et axer sur la volumétrie, plutôt que de dire on reste petit et on paye mal nos cleaners. Donc votre modèle économique qui repose sur la quantité des transactions et des matchs dont vous parliez. Exactement. Et l'idée aussi, c'est que ça repose sur la simplicité. En 23 secondes, vous obtenez quelqu'un qui arrive chez vous. Donc, alors, il y a cette dimension on va dire, éthique qui est liée beaucoup à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des conditions de travail et de rémunération meilleures, on va dire, pour celles et ceux qui viennent nettoyer. Et la dimension écologique. Alors la dimension est-ce que vous l'avez adressée aussi ? Alors oui, en fait on a adressé, nous, Julien et moi, on est issus effectivement du monde du nettoyage, parce que cette plateforme en 2021 en fait est une petite sœur de notre entreprise qui date de 2005, qui est sur un modèle complètement classique avec des contrats, de l'engagement. Et là on s'est dit, post-Covid, plus personne ne va être engagé nulle part. D'ailleurs, les acteurs qui réussissent sont ceux qui il n'y a pas de rétention. Donc nous, on ne fait pas de rétention client, puisqu'on sait qu'un client satisfait, il va rester de toute façon. L'idée, c'est que notre expertise, elle est sur, effectivement, moi par exemple, je suis la personne qui a introduit le travail de jour dans le monde du nettoyage en 2005. J'ai importé aussi des produits écologiques que je faisais venir d'Allemagne. Là maintenant, la norme, elle est, vous trouvez des produits écologiques pratiquement partout, et quasiment toutes les entreprises de nettoyage le font. Tant mieux. Donc ça, c'est même plus quelque chose qu'on précise parce que c'est quasiment induit. Après, par contre, vous avez la notion effectivement de réduction des gaz à effet de serre liés au déplacement du cleaner. Vous avez aussi le fait que votre cleaner, il ne dépense pas pour aller travailler. Ça, c'est très important pour nous. Et tout cela a été couronné par notre labellisation Bicorp. Vous l'avez ? Vous êtes en train ? Nous l'avons depuis juin. Eh ben, c'est super. Bravo, parce que c'est un défi d'obtenir le Alors, non seulement c'est un défi, mais il faut savoir qu'il n'y a que 2000 entreprises en Europe qui l'ont, et il n'y a que 2 entreprises en France dans le nettoyage qui l'ont. Voilà. Eh ben, bravo. Nous sommes la 2e. Bravo à EcoClean On Demand. Merci beaucoup, Christelle Gimaret. À bientôt sur l'antenne de Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité. Salut.